ce qui me manque un petit peu, ce sont l'opposition contre le Grand Paris. Alors déjà, enfin, avant ça, le Grand Paris, je crois que on ne connaît pas tout. On ne connaît peut-être pas tout ce qui est prévu. Alors, donc, j'ai reconnu quelques petites choses dont j'ai entendu parler, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, le triangle dans le Val d'Oise, je connaissais parce que justement c'est arrivé à l'actualité. Mais il y a beaucoup de choses qui finalement qui ne sont pas assez connues. La deuxième chose plus importante, c'est que il me manque un peu. On ne parle pas assez de l'opposition. Finalement, vous avez parlé très très longuement de la ferme du Bonheur, mais pour moi, c'est quelque chose qui est quand même relativement, comment dire, replié sur soi-même. J'ai travaillé très longtemps à Nanterre et j'en ai jamais entendu parler. Pourtant, j'étais dans le même quartier. C'est pas, enfin, disons, c'est pas quelque chose qui occupe la place publique. Je trouve c'est très sympathique, mais est-ce que ça va bourgeonner partout pour s'opposer et pour faire tomber le projet du Grand Paris? Alors, où est l'opposition? Comment est-ce qu'elle peut évoluer? Oui, bonsoir. Moi, je voudrais savoir à partir de quand exactement vous datez cette évolution négative, disons, des lobbies du BTP et de cette évolution vers le Grand Paris. À quoi est-ce que ça a tenu? Ça serait intéressant de savoir à quoi c'est lié. Est-ce qu'il y a eu déjà un grand projet urbanistique démocratiquement décidé? Moi, j'avais une question justement par rapport à l'exclusion sociale dans les villes. Est-ce que c'est justement pas un phénomène extrêmement récent d'avoir une volonté d'inclure certains types de populations dans les villes et que lutter contre le Grand Paris, c'est prolonger une forme d'utopie sociale? Je pense notamment après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait plein de gens qui étaient sans logement, dehors, sans eau courante. Finalement, est-ce que c'est pas, je veux pas dire un état de fait, mais est-ce que c'est pas une constante, quoi? Alors, pour répondre à Madame, alors vous dites que vous êtes de Nanterre, vous avez travaillé à Nanterre. Alors, ça, je ne l'ai pas dit. Il faut savoir que la municipalité communiste de Nanterre a toujours combattu la ferme du Bonheur. C'est-à-dire que pour la première fois, à l'occasion d'une interview que j'ai donnée au journal municipal de Nanterre dans le numéro là, du mois d'avril, il est question de la ferme du Bonheur dans le journal municipal. Non mais parce que Roger Després est ce qu'on appelle une grande gueule, parce que c'est quelqu'un qui est foncièrement généreux, constant. Après, dans le livre, je pointe quand même des défaillances. Hein. Je ne dis pas que c'est pas un leader. Il n'y a pas de leader là-bas. Il n'y a pas de leader. Et d'ailleurs, il y a des leaders nulle part dans ces mouvements d'opposition. Et c'est en cela que ça, finalement, ça dissonne, hein, si je peux utiliser ce terme-là, des pratiques politiques traditionnelles. Donc, est-ce que ça va bourgeonner partout? Eh bien non. Ben non, quand je dis tout à l'heure, pardon, quand je présente ce fait que on est dans quelque chose qui est réduit à des mini-sphères. L'état de désillusion et de désaveu de la politique, il est tellement avancé. C'est pas un quotidien, c'est pas un petit quotidien à qui je me suis opposé éditorialement. C'est un de vos cousins d'ailleurs, c'était votre grand frère. C'est quand on dit que, quand je dis plutôt que on est le phénomène politique le plus important aujourd'hui, c'est pas le Front National, ce sont ces oppositions-là. C'est parce que on ne sait pas les évaluer, parce qu'elles fonctionnent sur un autre registre, sans leader. Allez à Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas de leader.
non pas parce que les gens ont lu Chomsky ou parce qu'ils ont lu leur manuel finalement alternatif. Non, c'est parce que la désillusion et la parole politique n'a plus aucun sens à leurs yeux. C'est-à-dire que il s'agit d'abord de faire. 68, c'était d'abord du langage. 68. Je me suis intéressé un peu à ça pour le livre. Il fallait créer l'imagination au pouvoir, instaurer l'imagination au pouvoir. Eux n'en sont pas là. C'est d'abord faire pour montrer qu'on peut vivre autrement, qu'on peut opposer un autre point de vue. Pourquoi est-ce que ça peut... Donc, je pense qu'on est vraiment dans des... C'est pour ça que je parlais d'engagement défensif ou de militant ou finalement de processus défensif, c'est-à-dire que on défend l'idée dans un coin du territoire qu'on peut y faire autre chose. Et quand je dis que c'est défensif, c'est parce que évidemment, ça ne renversera jamais un système implacable. Et par ailleurs, puisque on est ici aux amis du monde diplomatique, il y a une responsabilité médiatique, mais stupéfiante. Moi, j'ai vu beaucoup de journalistes à la ferme du Bonheur. Qu'est-ce qu'ils venaient chercher? À côté de Paris, sorte de lieu un peu de villégiature qui prolongerait le film de Tavernier, Un dimanche à la campagne. C'est sympa, les bobos. Évidemment, on peut voir ça de manière folklorique, de manière un peu jouissive, si on ne s'intéresse pas à ce qui se passe. Donc ça alimente un discours, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'aller à Notre-Dame-des-Landes, parce qu'à Notre-Dame-des-Landes, eh bien, vous pouvez être interdit. C'est arrivé, journaliste de Libération qui ne s'était pas annoncé, s'est fait dégager. C'est dénonçable, c'est pas acceptable, mais rappelez-vous, à une radicalité fait écho une autre radicalité. Qu'est-ce qu'on dit de ce qui se passe? Soit on oppose finalement l'hyperréalisme. Le Grand Paris, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut se battre, parce que la France est en compétition. Regardez comment on vend des Rafales. Et dans ce jeu finalement économique, c'est pas seulement construire des villes, c'est pas seulement donner comme ça une vision hyper moderne du territoire français. C'est montrer qu'on est dans un modèle social hyper compétitif. Parce que sinon, on va devenir la Chine de l'Allemagne. Non mais le discours, il est à cette échelle-là, idéologiquement. Et quand je disais que les think tanks, aujourd'hui, s'arrogent finalement tout le pouvoir, oui, on serait l'usine du monde, quoi. C'est-à-dire que nous, on serait le bas, voilà. On est les... oui, soit Paris, c'est une ville qui éclaire l'Europe, une ville-monde par continent, soit Paris, c'est un atelier. Et finalement, les forces économiques, elles sont à Londres. Regardez, réinventer Paris, c'est une manière de répondre à ce qui se passe à Londres. Si on peut considérer ça comme ça. Donc, dans ce jeu-là, finalement, dans lequel la caisse médiatique résonne à tout va sur soit il faut faire avec son monde, il faut être réaliste. Et bien, si on n'est pas réaliste, eh bien, on va perdre. Donc, comment ça peut bourgeonner ? Moi, je suis effaré pendant très longtemps, moi qui fais de la recherche depuis quand même un moment et qui connais les médias par le biais de France Culture et d'autres, ou quand j'écrivais pour le Diplo, pendant très longtemps, les seuls endroits où les médias avaient des difficultés pour faire le boulot, parce qu'il y avait des contestations, parce que leur pouvoir était contesté, leur pratique était contestée, c'était dans les quartiers populaires. On est maltraité, on ne veut plus que vous nous traitiez. Eh bien aujourd'hui, même dans ces lieux-là, vous nous maltraitez.
Quelle image vous donnez de nous? On est des réactionnaires, finalement. Sylvain, c'est des réactionnaires. Il a fallu la mort d'un jeune pour qu'on considère que, bien non, on est peut-être allé un peu trop loin. Alors, à partir de quand? Alors, où est l'opposition? Je vais vous donner l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Il y a ce qu'on appelle les zadistes. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Vous savez, zone à défendre, mais bon. C'est là où on voit qu'ils ne sont pas très clairs non plus, hein, les engagés. Hein, parce que finalement, ils ont pris à leur compte une terminologie que les médias leur ont accordée. Zadistes, zapatistes. Peut-être que ça fait écho. Il faut faire attention à ce qu'on dit de la façon avec laquelle on nous qualifie quand même. Mais bon. Vous avez donc la CIPA, qui est l'organisation, vous savez, c'est les paysans, c'est un collectif de paysans du coin, les historiques, quoi, hein, qui contestent le projet. Et vous avez donc les zadistes. Allez, appelons-les comme ça, par commodité. La CIPA, alors ils manifestent ensemble, hein, mais la CIPA a plutôt une vision consensuelle. C'est-à-dire qu'ils contestent le projet. Je cite les gens de la CIPA, dont Julien Durand, le porte-parole, et d'autres, hein, dans le livre, parce que je suis allé les voir. Ils contestent le projet, mais en même temps, ils considèrent que, de toute façon, il y a un moment, il faudra rentrer dans l'espace des négociations. Parce que c'est une autre vision, finalement, d'appréhender le débat, la discussion. Et parce que si j'avais une lecture, finalement, des faits sociaux trop réductrice, je dirais paysans, conservateurs, donc traditionnalistes, donc on négocie. Or, c'est plus compliqué que ça. Il faut quand même nuancer. Mais malgré tout, il y a un peu de ça. Les zadistes, donc on retrouve les écolos. Il y a quand la CIPA organise des choses, il y a des écolos. Il y a aussi des gens du Front de gauche, etc. Des gens qui contestent. Par contre, quand Mélenchon veut aller à la ZAD, ah là, c'est compliqué. C'est comme quand Mélenchon va à la Grande Borne. Moi, j'étais là-bas, c'était compliqué. Bah oui, parce que je personnalise, mais en même temps, il ne faut pas personnaliser. Je veux dire, je dis Mélenchon parce que c'est le porte-parole identifié, médiatique. Hein, ça aurait pu être Tartampion. Eh bien, qui es-tu, camarade? Ça, c'est pour reprendre un peu l'expression. Pour venir ici, sachant que toi, tu composes avec ce système-là. Il y a un peu ça qui est dit. Donc les opposants, c'est qui? C'est nous. C'est pour ça que je finis le livre là-dessus. En 2005, si les révoltes ont échoué dans les quartiers populaires, c'est parce que Nicolas Sarkozy avait compris quelque chose de très juste. La société civile progressiste n'était pas prête à finalement faire front commun, j'utilise le terme front commun à dessein, avec les révoltés des quartiers populaires. Donc, quand Nicolas Sarkozy conteste, qui se dénonce et combat ce qui se passe en 2005, il joue finalement d'un vecteur idéologique très opérant, la France qui se lève tôt contre la France qui brûle la voiture de celui qui se lève tôt. Donc ça ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, ensuite, quand en 2009, j'en parle dans le livre, les gens du NPA ont voulu finalement imaginer un front commun en recrutant dans les quartiers populaires, ça s'est fracassé à la faveur d'un événement. C'était dans le Languedoc-Roussillon, une jeune femme voilée était sur la liste. On fait quoi avec une femme voilée sur une liste? Est-ce que c'est la militante qui est représentative finalement du NPA, sachant que on pense que la laïcité, c'est dévoiler la femme, retirer le voile, ou pas? Or, la réalité, elle est que quand vous allez dans les quartiers populaires, le militant PS comme le militant Front de gauche, il s'appelle Mohamed, Farida, Mamadou, je sais pas quoi. Et si la femme est voilée, eh ben elle est voilée.
on n'est pas dans le débat sur le pour ou le port du voile ou pas. Hein. Je parle du recrutement des militants sur le terrain. Or, là-dessus, ça se fracasse. Ça ne peut que se fracasser. Parce que le militant, c'est pas le militant du NPA ailleurs. Donc, ça explose. Il suffit pas de dire, camarade, dans ta banlieue, ce que tu vis, c'est ce que moi je vis finalement dans mes faubourgs parisiens, pour schématiser à grands traits, finalement pour réussir à faire un front commun. C'est insuffisant. Je pense qu'aujourd'hui, alors c'est une hypothèse, peut-être qu'elle sera finalement inopérante, mais je l'ai testé plusieurs fois dans les débats, puisque les opposants au Grand Paris, comme les opposants finalement au projet dit inutile, ainsi que les révoltés des quartiers populaires, finalement on observe une même ligne de cohérence. Le refus d'un système qui réduit la vie de quelques-uns à une vie de relégués, précaires, et un système finalement dans lequel prévaut une vision dominante, marchande du monde. Dans les deux cas, on l'observe. Et moi qui travaille actuellement, je fais une étude sur la résilience sociale des jeunes adultes dans les quartiers, là je retravaille à nouveau. On retrouve dans les quartiers populaires des gens qui votent à droite, qui ont une vision libérale, et qui voient dans le libéralisme la condition unique, exclusive, de sortir de sa condition de minorité de la République. Oui. Le libéralisme, c'est clair. On va à Londres, on va à Sydney, on va se faire des thunes. Mais c'est ça, dit le libéralisme. Voilà. Mais tous ne sont pas dans cette position-là. C'est-à-dire que ce qu'on observe là, eh ben on l'observe ailleurs. Hein. Je pense que ce front commun-là, il est possible. Mais en dehors des partis. Parce que dans les deux cas, il y a un désaveu fort des partis, leur organisation. Et je ne situe pas les choses à une échelle circonstancielle. Hein. Est-ce que Hollande, parce qu'Hollande n'a pas tenu ses promesses, finalement, on se retrouve dans cette situation? Non, les choses sont plus antérieures que celle-là. La question, c'est comment, finalement, opérer cette passerelle-là? Et ça, peut-être, pour le coup, les partis politiques, s'ils souhaitaient revenir en jeu, mais pas avec le fonctionnement tel qu'il est, du moins leur fonctionnement là, pourraient opérer la jonction. Ou je ne sais pas, je veux dire, moi je pense que pour que les choses finalement elles soient perturbées et qu'elles soient débattues, seule une alliance entre ces opposants-là au projet inutile et les opposants dans les quartiers populaires pourrait finalement donner des résultats. Alors, à partir de quand dater l'évolution du Grand Paris? J'explique en démarrant le livre les conditions dans lesquelles finalement la défense a émergé. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'était la reconstruction, il fallait rebâtir la France. Il y a cette idée que finalement il fallait donner au monde le quartier d'affaires que Paris n'avait pas. Tout a tourné au quartier d'affaires. D'ailleurs, j'ai fait une découverte en travaillant sur les archives au Conseil général des Hauts-de-Seine. J'ai découvert que il y avait un emplacement dans les Hauts-de-Seine, du moins dans le secteur de la Défense, qui avait été imaginé pour accueillir les institutions européennes. Avant que les institutions européennes soient à Bruxelles, il y a eu tout un débat où les accueillir, au début des années 60. Et la ligne qui l'a emporté, c'est qu'il ne fallait surtout pas que ça soit en France ou en Allemagne, parce que sinon... ce sont les deux moteurs de la construction européenne,
Et si l'un des deux, finalement, accueillait le Parlement et la Commission, d'abord la Commission, il était inévitable que, finalement, il pourrait être identifié comme étant l'acteur exclusif, finalement, de cette construction. Mais toujours est-il que le décideur et le gestionnaire de ce projet de défense avait imaginé coupler le quartier d'affaires, qui boosterait finalement la place de Paris, donc pas très loin de Paris, donc il fallait que le quartier d'affaires soit à quelques kilomètres, et la présence des institutions européennes. Donc à quoi c'est lié Je crois que il y a cette phase-là, à l'entame des années 60, et je pense que durant les années 90, il y a eu tout un débat sur la question du gouvernement des villes, cette idée que finalement les villes transcendent les États. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui sont des cités-États. Et c'est elles qui cumulent les richesses. C'est elles finalement qui... Qu'est-ce que dit le politique s'agissant du Grand Paris? Le Grand Paris, c'est bon pour la France. Bah oui. Si Paris, finalement, le Grand Paris gagne, en accueillant les multinationales, en créant des richesses substantielles, finalement, ça va irriguer le reste de la France. Donc le Grand Paris est un projet national, donc qui nous dépasse tous, donc qui est indiscutable. Alors, est-ce qu'il y a eu des projets urbains démocratiquement discutés? C'est très intéressant votre question, je vais vous dire pourquoi. Je me suis intéressé, j'ai essayé de comprendre, parce que dans les années 80, dans les années post-68, il y a eu foultitude de mouvements urbains. Foultitude. Et je me suis intéressé à ce qui se passait, à ce qui s'était passé évidemment dans l'ère francilienne. Mais qu'est-ce que c'était ces mouvements urbains? À la faveur des transformations de Paris, dans le 14e, dans le 13e, dans le 15e, etc. C'était surtout, quand on regarde, si vous arrivez à retrouver un numéro de la revue Autrement, ils avaient fait un très bon numéro dans les années 70 qui intitulait Les luttes urbaines. Mais on était dans de la lutte. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai retrouvé, il se trouve qu'à un moment, je suis passé par la revue Esprit, et j'ai découvert qu'Olivier Mongin, qui était l'ancien patron d'Esprit, il est toujours, mais bon, vous savez, le philosophe, et il a fait partie d'un collectif dans les années 70, dans le 14e, qui a lutté contre un projet, petit projet, non pas pour y construire du logement, parce qu'il y avait des besoins, mais pour s'opposer à la construction de bureaux et qu'à la place, on y construise un parc. Parce que ça fait partie... Le parc, finalement, c'était une aération dans Paris. Une sorte de... Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait comme lutte urbaine? J'ai regardé, il y a un sociologue, Manuel Castells, qui les avait bien répertoriés. La lutte contre le coût des transports. Je ne sais pas s'il y en a qui... voilà. Le coût, l'augmentation des transports RATP. La lutte, c'était très catégoriel. Après, ça ne veut pas dire que c'était des luttes qui n'avaient pas de valeur. Mais aucune des luttes urbaines qui ont eu lieu intramuros, je parle dans Paris, ou dans les Hauts-de-Seine, n'ont porté sur quel modèle urbain on est en train d'instaurer dans Paris intramuros. Et sa toute première couronne, je veux dire, pour moi, quand je dis couronne, je parle plutôt de la Défense, parce que le reste encore, c'était pas ça. Pour s'opposer et contre finalement ce qui se développe. Aucune lutte urbaine. C'est pour ça qu'il y avait un chercheur qui avait titré lutte urbaine bidon. Bah oui, bidon parce que, alors rétrospectivement, on peut me dire, bah oui. 30, 40 ans après, c'est très facile d'avoir comme ça une lecture très cohérente. Mais en même temps, déjà, certains, dont Jean Lochkine, un sociologue que je cite, c'est très bien d'avoir, quand on a des dettes vis-à-vis de certains qui ont travaillé, c'est très bien de les rappeler. Lochkine qui avait démonté l'aménagement de l'agglomération parisienne.
évidemment, sociologue marxiste. Et alors, est-ce que c'est un état de fait? Est-ce que c'est une constante? C'est devenu un état de fait. C'est devenu un état de fait puisque, encore une fois, entre des médias qui présentent ça comme étant une sorte de phénomène économique, des politiques qui vous présentent ça comme finalement étant la seule parade, si on ne veut pas être à la traîne des Allemands et des Anglais, et des architectes, des urbanistes qui voient ça uniquement comme étant une manière de projeter une sorte de dessin finalement très ambitieux de l'architecture, comme à Paris, comme on le voit à Dubaï ou à Abu Dhabi ou à Londres. Hein. Oui, effectivement, la bataille des images, elle est gagnée par eux. La bataille des idées, elle est gagnée par eux. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Moi, je dis d'autant plus que ça parce que je suis beaucoup invité pour parler du livre. Mais vraiment. Après, c'est une petite échelle. Hein. Il faudrait quantité de livres. Quantité de livres. Et je suis même invité par les lobbies. Bah oui. Non, mais vous voyez, c'est très intéressant parce que... Et c'est tout le drame de nos villes. Regardez comment les villes la question urbaine est répertoriée dans les journaux. Soit c'est dans les pages culture, architecture, culture. Soit faits divers, banlieue, faits divers, société. Soit économie, quand il s'agit de construire, voilà. Or, rien n'est plus politique que la ville. Et cette vision finalement, cette vision ébréchée du réel, cette manière de thématiser la ville, comment voulez-vous qu'ensuite on soit dans des positions d'opposition?